Così es el día donde tenemos todos los visitantes. Il s'est éteint dans la solitude d'un appartement sans faste à Buenos Aires. Son absence est restée ignorée pendant plusieurs jours, une fin tragiquement anonyme pour celui qui fut une icône mondiale, un justicier au visage dissimulé, armé d'un sabre et vénéré par des foules innombrables d'admirateurs. Cet homme, c'était Guy Williams, et son personnage était Zorro. Cependant, sous le loup noir et le sourire ravageur se dissimulait une réalité bien plus tourmentée. Des accidents sur les lieux du tournage, des conflits virulents en arrière-scène, production interrompue au sommet de sa popularité et des secrets que la firme Disney elle-même a toujours cherché à étouffer. Pour quelle raison Guy Williams a-t-il tourné le dos à Hollywood ? Qui a délibérément brisé l'ambition télévisuelle de Walt Disney ? Que s'est-il véritablement tramé dans les coulisses de la production de Zorro en 1957 ? Et pour quelle raison le dénouement de cette épopée flamboyante fut-il aussi abrupt, aussi passé sous silence ? Les révélations que vous allez entendre ne se trouvent dans aucune archive officielle. Vers la fin des années 1950, Walt Disney n'est pas encore le maître incontesté du divertissement. Il a déjà soumis le cinéma et les parcs d'attractions, mais une seule conquête lui échappe encore, la télévision. Pour asseoir sa suprématie sur ce support naissant, investit tout dans une série audacieuse et éclatante, inspirée d'une figure légendaire, Zorro. Un redresseur de tort californien, au cœur noble, le visage caché, qui maniait l'épée avec une grâce incomparable. L'ambition était claire, fasciner la jeunesse américaine, s'assurer la loyauté, leur famille, et ainsi graver l'empreinte Disney sur le petit écran. Le projet se concrétise officiellement en 1957. La chaîne ABC consent à diffuser la série, à la condition expresse que Disney assume la quasi-totalité des frais de production. 1. Pari des plus audacieux. Alors qu'un épisode télévisé standard se chiffrait à 13 000 $ à cette période, chaque volet de Zorro allait coûter entre 75 000 et 80 000 $. Des décors méticuleux, des costumes d'une grande finesse, une bande-son originale, des entraînements poussés pour les scènes d'action. Chaque détail fut pensé pour forger un univers à la fois crédible et spectaculaire. Mais ce faste avait un coût, celui d'une tension extrême, reposant sur l'ensemble des collaborateurs. Le processus de sélection des acteurs débute dans la plus grande discrétion. Bien que Guy Williams soit aujourd'hui l'interprète définitif de Zorro, il ne représentait pas le premier choix du studio. Britt Lomond, un comédien athlétique au regard perçant, passa une audition pour le rôle de Don Diego de la Vega, mais son interprétation trop véhémente déplut au producteur. Par une cruelle ironie du destin, il fut finalement retenu pour incarner le capitaine Monastario, l'adversaire acharné du héros. De son côté, Guy Williams ne fut remarqué que bien plus tard. Ancien mannequin devenu acteur, sa filmographie ne comptait alors que quelques points. Apparition mineure dans des westerns de seconde zone. C'est son allure innée, son élégance sobre et son charisme typiquement latin qui ont finalement convaincu Walt Disney, offrant un Zorro distingué à l'opposé des cow-boys rustres de cette période. Derrière lui, d'autres talents allaient marquer l'histoire de la série sans jamais recevoir la gloire qu'ils auraient amplement méritée. Henry Calvin, engagé pour le rôle du sergent Garcia, devait originalement camper un soldat strict et loyal. Mais sa nature joviale et son génie comique ont métamorphosé le personnage en un ressort humoristique que le public a immédiatement adoré. Quant à Gene Sheldon, qui restait muet dans le rôle de Bernardo, il a su captiver par son extraordinaire maîtrise de l'art du mime. Cet ancien musicien, formé aux subtilités de la comédie physique, a donné vie à un acolyte, réservé mais incroyablement malin, qui s'est imposé comme le pilier silencieux du récit. Les premières semaines sur le plateau furent absolument exténuantes. L'équipe travaillait 6 jours sur 7. Les scènes de combat à l'épée étaient tournées avec de véritables lames. Pour les tout premiers épisodes, il n'y avait aucune doublure. Les comédiens devaient exécuter toutes leurs cascades eux-mêmes, fréquemment sans la moindre protection. L'atmosphère était électrique. Walt Disney effectuait des visites régulières sur le plateau, se montrant pointilleux, voire envahissant, consignant la moindre remarque sur un petit calepin. Il ne désirait pas simplement une série télévisée, il voulait construire une véritable légende.
Et cette légende commençait à s'incarner. La chanson du générique devint un succès retentissant. La silhouette emblématique de Zorro, désormais ancrée dans l'imaginaire de tous, se retrouvait partout, sur les cartables, les t-shirts et les cahiers des écoliers. En coulisses, cependant, la situation était bien plus complexe. La chaîne ABC manifestait son inquiétude face au dépassement budgétaire. Disney suspectait le diffuseur de vouloir s'approprier les droits d'exploitation du personnage. Des frictions d'ordre juridique commençaient à se faire sentir. Mais, à cet instant précis, personne ne pouvait imaginer que cette formidable épopée télévisuelle s'achèverait dans un mutisme assourdissant, que ses protagonistes seraient effacés de la mémoire officielle, les uns après les autres. La toute première diffusion de Zorro se tint le 10 octobre 1957. Dès les premiers instants, l'effet fut saisissant, provoquant un véritable choc visuel et émotionnel chez les spectateurs. La qualité de l'image était impeccable, les couleurs d'une richesse éblouissante, les dialogues ciselés, le tempo palpitant et surtout, Guy Williams campait un Zorro d'une manière totalement inédite. Distingué, plein d'ironie, fin stratège, il était un authentique, vengeur aux manières de gentleman. Incarnant Don Diego de la Vega le jour et le justicier masqué la nuit, cette dualité a su charmer le public de façon immédiate. Dans les foyers, les enfants restaient captivés. Leurs parents, quant à eux, découvraient une fiction bien plus subtile que ce qu'ils avaient pu anticiper. La critique, elle, fut absolument unanime. Disney venait de réaliser un coup de maître. La série devint très vite un véritable fait de société. En l'espace de moins de 3 mois, la figure de Zorro était omniprésente dans les cours de récréation, les publicités et les parades. À l'approche de Thanksgiving, les costumes de Zorro pour les plus jeunes s'arrachent littéralement. Des écoliers américains se mettent à tracer la fameuse lettre Z sur leur bureau, leurs sacs d'école et parfois même jusque sur les murs des sanitaires. Cette vague de dégradation mineure contraint Disney à réagir en urgence, en organisant une campagne de sensibilisation pour expliquer aux jeunes admirateurs que leur héros combat l'iniquité mais ne s'adonne pas au vandalisme scolaire. Simultanément à Hollywood, Guy Williams est propulsé au firmament des célébrités. Il est convié à tous les talk-shows, les soirées de gala et les conventions. Il devient l'égérie de publicité pour des tablettes de chocolat, des pains de savon et des paquets de céréales. Son visage est absolument omniprésent, et pourtant, l'homme demeure, humble et sur la réserve. Cet ancien mannequin, façonné par la discrétion, accueille sa célébrité sans jamais chercher à l'instrumentaliser. Il personnifie Zorro, dans la vie de tous les jours comme sur le plateau, imposant sa signature sur des autographes avec une grâce infinie et refusant de paraître en public sans son costume. Son implication dans le personnage confine par moments à une véritable obsession. Il continue de suivre des cours d'escrime en dehors des heures de production, il perfectionne sa posture et se plonge dans la lecture d'ouvrages traitant de la Californie sous domination espagnole au XIXe siècle. Il aspire à une crédibilité parfaite, jusqu'au bout de son épée. Autour de lui, les autres membres de la distribution s'installent eux aussi confortablement dans le cœur des spectateurs. Henry Calvin, dans le rôle du sergent Garcia, se transforme en l'ours en peluche favori des enfants. Ses bévues, son rire tonitruant et son uniforme bien trop étriqué offrent un contraste parfait avec la silhouette svelte et véloce de Zorro, créant un duo comique involontaire mais totalement irrésistible. Loin d'être un objet de moquerie, Garcia est chéri du public. Il n'est pas fondamentalement méchant, tout au plus candide. Et c'est cette humanité désarmante qui émeut les foyers américains. Gene Sheldon, l'interprète du silencieux Bernardo, devient quant à lui un véritable mystère sur pattes. Dans la fiction, il est muet et ne s'exprime que par la gestuelle. Néanmoins, l'expressivité de ses expressions, sa loyauté inébranlable envers Zorro et son intelligence discrète captivent l'audience. Très rapidement, les critiques célèbrent son interprétation. Le New York Times évoque un rôle sans parole, mais d'une profondeur exceptionnelle. Sheldon se met à recevoir des courriers d'admirateurs du monde entier, certains lui adressant même des messages en langue des signes. Devient ainsi, presque à son insu, une icône de la représentation pour les communautés sourdes et malentendantes. Sur le plan de la réalisation, la série se montre particulièrement innovante.
Les nombreuses scènes d'action sont tournées dans les décors naturels de Los Angeles et de ses environs. Les chevaux au galop, les affrontements à l'épée et les poursuites dans les venelles du pueblo sont mises en scène avec un réalisme à couper le souffle. La partition musicale originale, fruit de la collaboration entre William Lava et George Bruns, offre une signature sonore inoubliable à la série. La chanson du générique Out of the Night When the Full Moon is Bright sera ultérieurement traduite, réinterprétée et parodiée des centaines et des centaines de fois. Zorro est bien plus qu'une réussite, c'est une véritable frénésie nationale. Les produits dérivés génèrent des millions de dollars de bénéfices pour Disney. Des ouvrages, des jeux de plateau et des disques micro-sillons sont fabriqués en série. Un spectacle vivant est même mis sur pied. Disneyland avec Guy Williams en vedette, qui galvanise littéralement les foules. Mais derrière cette façade étincelante, de lourdes tensions commencent à s'installer. La pression qui pèse sur les épaules des acteurs devient progressivement intolérable. Le rythme de production est absolument infernal. Les scènes de duel s'enchaînent à une cadence folle, et les blessures légères se font de plus en plus fréquentes. Guy Williams, malgré son éternel sourire, commence à faire part d'une lassitude chronique. Il sent intuitivement que la mécanique se grippe. Henry Calvin, de son côté, s'épuise à provoquer le rire sans jamais obtenir la reconnaissance qu'il espère en tant que comédien de drame. Gene Sheldon, pour sa part, commence à ressentir des douleurs persistantes, avidé aussi à cause de la répétition infinie de sa gestuelle. Et dans l'ombre des projecteurs, un conflit bien plus sérieux se profile, celui qui mettra en opposition Disney et la chaîne de télévision ABC. Il est question d'un contentieux financier, d'un bras de fer juridique et surtout d'une impensable trahison qui va venir tout dynamiter. Pour le grand public, Zorro est une production d'aventure familiale, un univers propre, solaire, sans la moindre aspérité. Mais en coulisses, les sourires de façade se lézardent. L'équipe de production ne tarde pas à comprendre que le rêve est en train de se transformer en épreuve. Tout débute avec les scènes d'affrontement. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les duels ne sont pas chorégraphiés, à l'aide d'accessoires inoffensifs en caoutchouc. Pas du tout. Suivant les exigences de la production qui vise un réalisme maximal, les épées brandies sont en métal authentique. Les acteurs, bien que formés au maniement des armes, doivent effectuer leurs cascades sans aucune marge d'erreur, et les accidents finissent par survenir. Guy Williams est ainsi blessé à la main au cours d'un assaut contre Britt Lomond. Le sang perle, la production est interrompue durant de longues heures. Un membre de l'équipe technique est même admis à l'hôpital après avoir été heurté par un coup d'épée malencontreux. À cette époque, aucun organisme syndical ne défendait véritablement les cascadeurs de la télévision. Et Disney, soucieux de maintenir intacte l'image familiale de son programme, s'arrange pour que rien ne fuite. Les dossiers médicaux sont mis de côté et l'on demande expressément aux témoins de garder le silence. Ce n'est pourtant que le commencement des ennuis. En 1958, un incendie se déclare sur les plateaux de tournage du studio. Un projecteur défaillant est à l'origine d'une étincelle. Seulement quelques minutes, l'intégralité du décor représentant le pueblo californien s'embrase. Les flammes se propagent jusqu'aux entrepôts mitoyens. Paragraphe. Un incroyable concours de circonstances, aucun membre du personnel n'est physiquement atteint. Cependant, de nombreux épisodes en cours de réalisation sont partiellement anéantis. Les assureurs de la compagnie Disney cèdent à la panique. Le studio doit tout reconstruire en catastrophe et à perte. Et là encore, le silence est d'or. Aucune photographie, aucune information ne s'échappe. Il faut dire qu'en ce temps-là, la presse n'osait pas se frotter à la toute-puissante firme aux grandes oreilles. Modèle. Oreille. Un autre événement a été soigneusement étouffé. Un tournage impliquant des animaux a viré au cauchemar. Pour les besoins d'un épisode, une séquence particulière requérait la participation d'un âne sur le lieu de tournage. L'animal, complètement paniqué par l'intensité des projecteurs et le vacarme ambiant, a pris la fuite, renversant au passage un technicien de caméra et fracassant une section du décor central. Ce désordre total a contraint la production à suspendre plusieurs journées de travail. Conséquence directe de cet incident, Walt Disney a instauré une directive stricte. Il est désormais formellement interdit de faire appel à des créatures vivantes sur ses plateaux, à moins d'obtenir une dérogation très spéciale.
Publiquement, cette décision n'a jamais été évoquée, mais au sein des studios, le souvenir de l'accident est resté indélébile. Simultanément, la popularité fulgurante de la série a engendré des conséquences totalement imprévues. Sur le territoire américain, une authentique Zorro-mania s'est emparée de la jeunesse. Des milliers de lettres Z se sont retrouvées, taillées dans les bureaux des salles de classe, sur les cloisons des sanitaires et parfois même sur les carrosseries des véhicules stationnés aux abords des établissements. Le ministère de l'Éducation a rapidement manifesté son inquiétude. De nombreux chefs d'établissement ont adressé des courriers directement au studio Disney pour se plaindre de ce qu'ils considéraient comme une incitation au vandalisme. L'entreprise a répondu en organisant une vaste campagne de prévention à la télévision. Cependant, le phénomène était déjà bien installé. La lettre Z s'est alors transformée en un emblème de la contestation adolescente à une période où la discipline était considérée comme sacrée. Puis, un scandale d'une toute autre nature, politique cette fois, a éclaté. En Espagne, la série a connu une diffusion couronnée de succès dès 1959. Toutefois, le régime de Franco n'a pas tardé à s'en alarmer. La représentation des autorités coloniales espagnoles, dépeinte comme corrompue, violente et oppressive, a profondément choqué. De nombreux épisodes ont donc été soumis à la censure. L'administration de Franco a publiquement accusé Disney de ternir la réputation de l'Espagne de l'époque coloniale. Une déclaration officielle a exigé l'interruption immédiate de la diffusion. Disney a opposé un refus catégorique, mais les frictions diplomatiques se sont rapidement installées. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a pris contact avec l'ambassade des États-Unis. Des négociations secrètes se sont tenues en coulisses. Finalement, la diffusion de la série a été maintenue, à condition que de multiples dialogues soient altérés pour les versions destinées à l'exportation. Il s'agissait là d'un cas flagrant de censure géopolitique qui n'a jamais été reconnu officiellement. Simultanément, une crise, d'une nature complètement différente, a ébranlé la production. Un Disney de plus en plus soupçonneux a découvert que la chaîne ABC, qui assurait la diffusion de la série, tentait de négocier les droits commerciaux de Zorro sans avoir obtenu son consentement préalable. Les tensions ont grimpé en flèche. Disney a alors accusé le diffuseur de vouloir s'approprier le personnage afin de développer ses propres produits dérivés. ABC a formellement nié, mais le lien de confiance était définitivement rompu. En 1959, alors au sommet de sa popularité, Disney a décidé de manière unilatérale de cesser la production de nouveaux épisodes. La version officielle évoquait une simple pause créative. Dans les faits, c'était le commencement d'une bataille légale acharnée qui allait s'étendre sur plus de 2 années complètes. Durant toute cette période, l'ensemble de l'équipe a été maintenu dans l'incertitude la plus totale. Les contrats des comédiens ont été suspendus. Guy Williams a refusé de considérer d'autres propositions de rôle par loyauté envers son personnage. Henry Calvin, de son côté, a manqué des occasions importantes au théâtre. Gene Sheldon, de plus en plus isolé, s'est enfoncé dans un silence encore plus hermétique. Les admirateurs, quant à eux, se posaient de nombreuses questions. Pour quelles raisons Zorro avait-il subitement disparu des écrans alors que ses audiences atteignaient encore des sommets ? Pourquoi n'y avait-il aucune justification officielle de cette décision ? Réponse à ces questions ne serait jamais donnée. Encore à ce jour, réponse à ces questions ne serait jamais donnée. Encore à ce jour, les studios Disney n'ont jamais offert la moindre communication sur les motifs exacts qui ont conduit à l'interruption de la série. Ce mutisme absolu, cette disparition soudaine, ont laissé des cicatrices profondes, et pour quelques membres de la distribution, tribut à payer allait s'avérer lourd, terriblement lourd. Lorsque la production s'est interrompue de manière abrupte en 1959, il n'y a eu aucune célébration de fin de tournage, pas le moindre communiqué de presse, et aucun représentant des médias n'a été convié sur les lieux. Tout s'est achevé dans le néant le plus total, un néant absolument glacial. Pour les spectateurs, Zorro s'est volatilisé du jour au lendemain. Mais pour les comédiens, ce n'était que le commencement d'une longue et pénible descente aux enfers. Guy Williams, le héros masqué adulé par des millions de fans, est devenu littéralement l'otage de son propre personnage. Il n'a plus jamais réussi à obtenir de nouveaux contrats significatifs. Les producteurs hollywoodiens ne voyaient en sa personne qu'un justicier vêtu de noir, incapable d'incarner d'autres types de personnages. Cette image de Zorro lui adhérait à la peau.
Plus grave encore, le conflit juridique qui opposait Disney à ABC l'a empêché, d'un point de vue légal, de s'engager sur une autre série d'envergure sous peine de voir son contrat rompu. Durant 2 longues années, il est resté contraint à l'inactivité, loin des projecteurs. Il a commencé à prendre ses distances avec les studios, à s'isoler de ses partenaires et à se replier complètement sur lui-même. Henry Calvin, l'inoubliable sergent Garcia, a payé un tribut encore plus terrible. Bien loin d'être salué comme le comédien talentueux qu'il était, il fut catalogué dans l'emploi du second rôle corpulent et gauche. Les propositions de travail se sont considérablement raréfiées. Il a bien tenté un retour sur les planches, mais en vain. La fibre comique qui avait amusé des millions de jeunes spectateurs n'a pas suffi à convaincre la critique exigeante de New York. Calvin a alors sombré dans une très profonde détresse psychologique. Il s'est réfugié dans l'alcool, a pris énormément de poids et a vu son état de santé se détériorer rapidement. En 1975, il s'est éteint à Dallas, à vide devant l'âge de 57 ans, très loin de la gloire des projecteurs, dans un anonymat quasi complet. Gene Sheldon, l'inoubliable et silencieux complice de la série, n'a pas connu un sort beaucoup plus enviable. Son interprétation muette du personnage de Bernardo avait ému le public par sa subtilité, mais elle devient une entrave dans l'univers du cinéma parlant. Souffrant de douleurs musculaires persistantes, conséquence directe de gestes inlassablement répétés en tournage, il commence à subir des troubles moteurs. Dès l'année 1965, il se retire peu à peu des plateaux de cinéma. Il mène une existence discrète dans un modeste appartement de la banlieue de Pasadena, n'ayant pour compagnie que ses souvenirs de gloire passée. S'éteint en 1982, dans une indifférence telle que la presse omet de lui rendre un hommage mérité. À côté de cela, il y a le cas de Guy Williams, celui que toute l'Amérique avait érigé en symbole de la justice. En 1973, lassé par le mépris silencieux d'Hollywood, il prend la décision radicale de tourner le dos, pour toujours, aux États-Unis. Son choix se porte sur Buenos Aires, en Argentine, une terre où la ferveur pour la série Zorro demeure incroyablement vive et populaire. Dans ce pays, il est une véritable star, on le reconnaît dans la rue, on l'acclame lors de conventions, on le célèbre, tel un mythe vivant. Cependant, cette adoration argentine ne parvient jamais à panser la plaie profonde d'avoir été délaissé par sa propre patrie. Il mène une vie solitaire, dans un logement humble, où trônent quelques reliques de son passé. Un simple masque noir, une épée d'apparat et des lettres d'admirateurs jaunies par les années. Il accorde bien quelques entretiens à la télévision locale argentine, mais se dérobe systématiquement aux journalistes venus des États-Unis. Jamais un mot de critique envers Disney, mais son expression trahit tout. Zorro, c'était un rêve. Et puis le vide, confie-t-il un jour, d'une voix à peine audible. Le 30 avril 1989, ses amis s'inquiètent de son silence. Le téléphone sonne dans le vide. Pris d'un mauvais pressentiment, ses voisins préviennent les autorités. Son corps est découvert, gisant sur le sol de son salon, devant la télévision qui diffuse encore ses images dans une pièce vide. La cause probable du décès, une rupture cérébrale, était âgé de 65 ans. Durant plusieurs jours, pas un seul grand média américain ne juge bon de relayer la triste nouvelle. Ce sont finalement les quotidiens argentins qui les premiers lui rendent hommage. Le journal Clarín titre « Adios al Zorro verdadero », un adieu sobre mais empreint d'une sincérité poignante. Bien des années après, une plaque à sa mémoire est inaugurée dans une rue de Buenos Aires. Ni à Hollywood, ni à Los Angeles, mais bien en Argentine, cette terre où l'homme derrière le loup avait enfin trouvé un havre de paix, un lieu où il était demeuré une icône, y compris lorsque le reste du monde avait détourné le regard. Car Zorro transcende la simple série télévisée. C'est un fragment de notre histoire collective, une véritable icône culturelle, une protestation muette face à l'injustice. Cependant, derrière cette légende se dissimulent des êtres de chair et de sang, des visages et des parcours de vie fréquemment brisés sur l'autel du spectacle. Guy Williams, Henry Calvin, Gene Sheldon, ils ont tous donné une parcelle de leur âme pour donner vie à un univers où le bien finit toujours par triompher du mal. Et pourtant, ils ont tous été délaissés, peu à peu, sans un bruit, une fois que les lumières de la scène se sont éteintes. Le feuilleton Zorro, en dépit de son succès phénoménal, n'a jamais bénéficié d'une conclusion digne de ce nom.
Pas d'épisode final, aucune cérémonie d'adieu et encore moins de reconnaissance de la part des studios. La série s'est simplement évaporée au milieu d'imbroglios juridiques et de considérations financières. La compagnie Disney, alors bien plus préoccupée par ses nouvelles franchises lucratives, a choisi de reléguer cette histoire au fond d'une boîte à archives. De nos jours, encore, bien peu de personnes connaissent les raisons réelles de l'arrêt brutal de Zorro. Rares sont ceux qui savent comment ces interprètes se sont évanouis, non pas de manière tragique et spectaculaire, mais dans l'indifférence la plus totale. Ce qui est troublant, ce n'est pas tant l'oubli en lui-même, mais ce qu'il révèle sur notre conscience commune. Comment un programme d'une telle envergure a-t-il pu être ainsi balayé ? Comment des personnages si chers au public ont-ils pu être confinés aux confins de la mémoire ? Et par-dessus tout, comment un feuilleton qui prônait la justice, l'honneur et le courage a-t-il pu générer autant d'iniquité une fois les caméras éteintes ? Guy Williams n'a jamais été remercié de manière publique pour son incarnation magistrale de Zorro. Il n'a jamais obtenu de récompense honorifique, ni même un discours d'hommage de la part des studios qui l'ont employé. Son nom n'est que très sporadiquement mentionné dans les documentaires rétrospectifs, et pourtant, sans sa présence, le masque n'aurait jamais possédé une telle profondeur. Sans son charisme, le Z de la vengeance n'aurait jamais été gravé dans les cœurs. Actuellement, quelques admirateurs persistent à entretenir la flamme de son souvenir. On trouve des conventions organisées en Argentine, des forums de discussion en ligne aux États-Unis. Une poignée d'aficionados s'attellent à restaurer les épisodes que l'on croyait perdus, rédigent des articles, partagent des vidéos souvenirs, mais tout ceci demeure. Une initiative fragile, discrète, presque confidentielle. Dès lors, une question nous est directement adressée. À nous, spectateurs d'hier comme d'aujourd'hui, avons-nous la volonté de réhabiliter ce que l'industrie du spectacle a délibérément effacé ? Sommes-nous en mesure de reconnaître le talent d'un artiste bien après que ses jours de gloire soient révolus ? Et plus important encore, combien d'autres justiciers anonymes sommeillent encore dans les recoins les plus sombres de notre conscience collective ? Le fameux masque de Zorro, qui fut autrefois un symbole d'espérance et de rébellion, est aujourd'hui exposé dans un musée. Mais derrière cette vitrine, il représente bien plus qu'un simple accessoire de théâtre. C'est une piqûre de rappel, une mise en garde, l'empreinte laissée par un homme dont l'unique ambition était de faire rêver, et qui, pour toute récompense, n'a eu droit qu'à un dernier souffle dans la plus complète solitude. Merci Guy Williams. Et à vous tous qui visionnez cette vidéo, je vous en conjure, ne permettez pas à l'oubli de l'emporter. Abonnez-vous et ensemble, rendons la parole à ceux que l'on a délibérément réduits.